BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Bienvenue à tous, les pros des cryptos, c'est chaque vendredi sur BFM Business, votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous les témoins de ce monde qui se construit, des contemporains du futur. Nos NFT, nos talents fongibles, rien qu'à nous, sont là, ils sont en place. Claire Balva, VP stratégie de Deblock. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria, fondateur de la chaîne YouTube Hasher avec un H au tout début. Bonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver également. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actualités de la semaine. Et il y en a eu encore des actualités sans doute prometteuses pour cet écosystème crypto. Mais d'abord, quel potentiel technique? Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Ravi de vous retrouver. Guillaume. Le marché action mondial a fait un nouveau record historique cette semaine. On attend Wall Street à l'ouverture tout à l'heure, sans doute sur un nouveau record. L'inflation américaine aussi a été publiée. Bref, où se trouve Bitcoin là désormais en termes de configuration technique d'après vous? Il n'est pas si mal, il est à proximité de son record historique, mais effectivement, l'apaisement géopolitique en début de semaine, l'optimisme commercial à nouveau depuis quelques jours, et puis ce scénario, alors qu'il est encore un peu en mode espoir, de voir la Fed repivoter soit au milieu de l'été, soit à la fin de l'été. Bref, c'est le trio fondamental qui permet, alors au S&P 500, au Nasdaq, mais en fait plus globalement, vous l'avez dit à l'instant, au marché action mondial, de faire un nouveau record historique. Alors pour Bitcoin, le champ de bataille technique, il est simple. Ce sont toujours les mêmes corrélations qui agissent, positives vis-à-vis du marché action, c'est un facteur de soutien. En fait, toutes les corrélations agissent favorablement actuellement puisque le dollar reste la devise la plus faible du marché d'échange et les taux du marché reculent un peu. Donc le tableau technique en termes de corrélation est pas mal. Bitcoin se trouve à proximité de son record historique, mais il faut être honnête, il n'y a toujours pas de dépassement de ce record historique, il n'y a toujours pas de cassure technique haussière, de breakout. Bref, ce signal que tout le monde attend, le dépassement des 111 000 $ pour enfin dépasser en fait la zone des 100K qui bloque depuis 6 mois. Donc le marché est toujours en phase d'attente, il y a potentiellement une configuration graphique intéressante, mais sans le dépassement du record, le signal n'est pas donné. L'impact de l'inflation, là, il est plutôt neutre. Et du coup, alors on va aborder la période estivale désormais. Est-ce que vous estimez que ces records pourraient être battus l'été? Est-ce qu'il arrive que le Bitcoin batte des records l'été? Alors, deux choses. Déjà, il y a les informations en termes de saisonnalité, donc les moyennes statistiques par période. En général, le troisième trimestre, c'est pas le meilleur. C'est même plutôt le plus mauvais. C'est souvent d'ailleurs l'été qu'on fait un point bas. Ensuite, on repart généralement en hausse vers l'automne, fin d'année. Sur ce cycle, il y a eu énormément de pièges de saisonnalité. Rappelez-vous, on l'a vécu en début d'année où février-mars était attendu favorable. On a eu tout le contraire. Donc, c'est pas évident de se prononcer. Il faut regarder d'autres facteurs techniques qui sont plutôt favorables du côté de la liquidité, plutôt favorables du côté de la répétition de cycle halving. Mais, comme je vous le disais à l'instant, sans breakout des 111 000 $, le signal de continuation n'est pas donné. Donc là, simplement, en étant purement factuel, le marché reste aussi au-dessus des 98 100 000 $. C'est la zone à préserver. Sinon, malheureusement, il faudra attendre davantage de temps, probablement en dernière partie d'année, pour enfin avoir le dépassement de ces 111 000. Et moi, cher Guillaume, je vous confirme la cible que j'ai sur ce cycle, qui est entre 125 000 et 150 000 $. Ah, on l'espère bien sûr. Juste un tout petit mot sur Ether. Comment est-ce que vous voyez les choses pour la suite sur Ether face au Bitcoin? Alors, c'est la grande déception de ce cycle, mais là aussi, le cycle est encore long. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, même 2-3 mois maintenant, on a une stabilisation de la force relative d'Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Donc un début de meilleur comportement relatif. Mais là aussi, pareil, il faudrait dépasser, je vais vous donner le niveau, il faudrait être capable de faire sauter la résistance des 2700, 2800 $ pour avoir une vraie accélération en direction des 4000. Merci beaucoup Vincent Gann, analyste technique indépendant dans l'actu de la semaine qu'on va analyser ensemble dans un instant. D'abord les cryptos comptabilisés dans les crédits hypothécaires. Ça se passe aux États-Unis. Les organismes semi-publics Fannie Mae et Freddie Mac comptabiliseront les cryptos dans les prêts hypothécaires désormais. C'est comme mettre un avion de chasse dans une armoire normande. Est-ce que ça va vivifier l'armoire ou est-ce que ça va la détruire? On posera la question à nos experts. Est-ce qu'il y a un risque là, pour la finance et pour l'immobilier en intégrant donc, en comptabilisant les cryptos dans les crédits hypothécaires? Question à suivre. On parlera aussi des stablecoins. La BCE et Bruxelles s'oppose, figurez-vous. Les instances européennes se déchirent. La BCE veut un euro numérique, on en parle ici souvent. Et la Commission européenne, elle préfère les stablecoins. Tiens, analyse à suivre aussi. Puis les techs. Qui battra dans l'univers tech? Qui battra le Bitcoin? C'est la question tech de la semaine. Le quantique, par exemple. Battra-t-il le Bitcoin? Pensez-vous qu'un jour, vous investirez, oui, vous qui nous suivez, en bourse, dans les valeurs quantiques cotées, plutôt que dans le Bitcoin, en pariant sur une victoire du quantique face au Bitcoin? Nos pros se jetteront à l'eau et nous diront s'ils pourraient, pourquoi pas un jour, préférer investir en bourse dans le quantique que dans le Bitcoin. C'est vos pros des cryptos, votre épisode hebdomadaire, votre machine à concentrer l'essentiel s'enclenche. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver en forme avec aussi Owen depuis sa Moselle adorée bien sûr. Rebonjour Owen. Bonjour. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. Les cryptos continuent de franchir les étapes, c'est ce qu'on retient de cette nouvelle semaine. Elle pourrait bientôt permettre les cryptos de décrocher un prêt immobilier aux USA. On le disait à l'instant, désormais il sera possible, Claire, Owen, de comptabiliser les cryptos dans les crédits hypothécaires. Et là on a le sentiment que les cryptos entrent jusqu'au cœur du marché immobilier. Oui, alors il faut quand même bien regarder ce qu'on entend par les cryptos. Et il y a une grande incertitude là-dessus, et c'est pour ça qu'à votre question tout à l'heure, est-ce que ça peut générer un risque? C'est difficile de répondre parce qu'on n'a pas le détail. Ce qu'il faut bien voir, c'est quand vous faites un prêt immobilier, évidemment, vous pouvez mettre certaines choses en garantie, vous pouvez mettre des biens immobiliers, des actifs, des actions, des obligations, et vous pourriez désormais, pourquoi pas, mettre des cryptos également en garantie. Et l'incertitude qu'on a, c'est quel crypto serait éligible. On parlait il y a 2 semaines, par exemple, de JP Morgan qui allait inclure les ETF Bitcoin comme collatéral pour éventuellement des prêts. Là, c'est un peu la même idée, mais on ne parle pas spécifiquement des ETF Bitcoin, on parle potentiellement de différents types de cryptos. Et puis, on ne sait pas non plus comment vont être gérés les risques liés à ces cryptos. C'est-à-dire que si je mets l'équivalent de $100 000, par exemple, d'Ether, en hypothèque, en collatéral. Qu'est-ce qui se passe si le cours de l'Ether chute? À combien sont comptabilisés ces $100 000? Est-ce que ça me fait une garantie équivalente à $20 000, à 10 000, à 70 000? Ça dépendra des jours. Voilà, on n'a pas encore toutes ces informations aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Et évidemment, cette nouvelle, elle est très scrutée, puisque ces 2 agences avaient été mises sous tutelle en 2008, suite à la grande crise des subprimes aux États-Unis, parce que justement, elles avaient permis de mettre en place des hypothèques avec des produits beaucoup trop risqués. Donc les détails de cette nouvelle vont être beaucoup scrutés dans les prochaines semaines. Et là, c'est les superviseurs américains qui ont pris cette décision. C'est-à-dire que c'est pas la décision comme JP Morgan il y a 2 semaines, une décision d'une entreprise privée. Non, c'est la supervision, c'est la régulation qui désormais autorise donc à mettre les cryptos. Bien sûr, parce que ça élargit aussi le bassin d'emprunteurs potentiels. Aujourd'hui, il y a plein de gens. Aux États-Unis, selon les études, c'est entre 15% et 20% des Américains qui ont de la crypto. Et donc, quand vous cherchez un crédit immobilier, si vous êtes obligé de vendre votre crypto, c'est une contrainte pour vous. Donc, ça fait sens, si vous voulez, de permettre aux Américains de mettre leur crypto sous forme d'hypothèque. Mais le diable est dans les détails. Et donc là, ce qu'il va falloir regarder, c'est exactement la comptabilisation de ces cryptos et leur valorisation. Owen, c'est bien sûr positif et prometteur pour les cryptos, mais est-ce qu'on risque pas là d'ancrer le ver de l'instabilité dans le fruit de l'immobilier américain? C'est très difficile de le voir venir en amont. Je pense qu'en fait, ça fait partie des conséquences qu'il y a quand on voit les 2 univers, le monde de la finance décentralisée et des cryptos qui épouse la finance plus traditionnelle et son cadre déjà établi. Maintenant, parler des conséquences à long terme de ce genre de choses, c'est très très dur, et disons que je ne m'aventurerai pas à insulter l'avenir et à dire que ça pourrait aller dans une mauvaise direction, alors que ça peut également permettre de belles choses. Effectivement, et on doit rappeler, on peut peut-être revenir dessus parce que peut-être certains avaient-ils raté l'épisode consacré à JP Morgan. Il y a 2 semaines, JP Morgan avait annoncé accepter les cryptos en couverture des crédits qu'il accorde à ses clients. Les ETF Bitcoin. Les ETF Bitcoin pour être précis, effectivement. Alors les cryptos qui avancent construisent leur nid dans l'immobilier, on vient de le voir, dans la finance, et les cryptos percent même dans les finances publiques, figurez-vous. Ah, ça se passe au Texas. Ils aiment le rodéo là-bas. Ah ben ils vont pas être déçus. Le Texas est devenu le premier État américain où a créé une réserve en Bitcoin, une réserve publique en Bitcoin. Ça y est, c'est fait. Tout à fait, c'est la loi SB 21. Elle a été signée par le gouverneur. Ça fait maintenant rejoindre le Texas dans les différents États américains qui sont pro-Bitcoin, et ils attribuent $10 millions de fonds publics pour pouvoir acheter du Bitcoin, uniquement du Bitcoin. Par contre, il y a certains critères d'éligibilité, notamment la capitalisation de la crypto-monnaie qui doit dépasser les 500 milliards, et il n'y a que Bitcoin qui dépasse cette capitalisation. C'est un premier pas symbolique, on parle de $10 millions, mais qui en dit long sur la volonté de certains États qui risquent de suivre ce chemin et de se positionner et de confirmer jusqu'à un engagement financier leur volonté de faire de Bitcoin et des crypto-monnaies un pari d'avenir. Oui, il y a la réserve stratégique de Donald Trump, la réserve fédérale, et puis on voit effectivement, Claire, plusieurs États vouloir créer leur propre réserve stratégique face à celle de l'État fédéral. Oui, mais vous savez qu'aux États-Unis, il y a effectivement l'État fédéral, et puis ensuite, il y a les différents États qui peuvent d'ailleurs avoir des opinions et des stratégies très différentes de l'État fédéral. Et donc, c'est intéressant de suivre les différentes politiques des États américains pour voir un peu la tendance générale aux États-Unis. On voit aussi d'ailleurs qu'au-delà des États, il peut y avoir des caisses de retraite, voilà, des fonds d'investissement qui investissent dans ces actifs-là.
Donc à la fois les pouvoirs publics, mais aussi des grandes caisses d'investissement. Oui, il y a une époque où le Texas appartenait au Mexique et avant de rejoindre les États-Unis, le Texas a été un État indépendant. Ça n'a pas reconnu par tous. La France avait reconnu cet État indépendant du Texas, si bien que si vous baladez à Paris, place Vendôme, vous verrez l'ancien siège de l'ambassade du Texas. C'est écrit, il y a encore l'affiche sur cet immeuble, je ne sais plus dans quelle rue c'est, mais c'est tout près de la place Vendôme, l'ambassade du Texas. Voilà, ça c'est l'histoire. Les cryptos percent donc dans l'immobilier, dans les finances publiques, on vient de le voir avec le Texas, dans la finance traditionnelle, et puis elles commencent à franchir les cryptos, le mur de notre quotidien à tous. Vos achats quotidiens en crypto, vous qui nous suivez. Mastercard et sa base de clients planétaires Mastercard fait un pas en avant puisque Mastercard s'allie avec Chainlink pour proposer l'achat de crypto on-chain désormais, Claire. Oui, c'est un nouveau signe, et on en a beaucoup en ce moment, de l'hybridation entre la finance traditionnelle et la crypto, et en particulier la finance décentralisée. Et là, l'objectif, ça va être de permettre à tous les détenteurs d'une carte Mastercard, via un certain nombre d'applications dont on n'a d'ailleurs pas encore pour toutes les noms, d'acheter directement des cryptos, disons on-chain, donc des cryptos directement sur la blockchain, via certaines applications de finance décentralisées. Il y a un communiqué de presse avec les noms de certains partenaires, mais ce qu'on attend surtout, c'est de voir l'expérience utilisateur pour de vrai dans la finance décentralisée, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir aller sur Uniswap ou sur d'autres protocoles pour, avec ma carte Mastercard, directement acheter mes cryptos. Et c'est vrai que ça, ce serait un gros gain en termes d'expérience utilisateur, puisqu'aujourd'hui, toutes ces applications, comme elles fonctionnent exclusivement en crypto, si vous voulez y avoir accès, il faut d'abord passer par cette première étape d'acheter de la crypto sur une plateforme, puis l'envoyer sur un portefeuille qui s'interface avec ces applications. Et donc ce raccourci-là, ça permettrait d'aller beaucoup plus vite pour les utilisateurs qui souhaitent accéder au monde de la finance décentralisée. Alors on voit la finance qui avance, et cette hybridation, comme on dit, et puis il y a aussi une finance qui met le haut là, des barrières, des barbelés face aux cryptos. Barclays interdit l'achat de crypto avec sa carte bancaire. Les utilisateurs de la carte bancaire Barclays ne pourront pas, c'est une interdiction de l'entreprise, acheter des cryptos. Ouais. Tout à fait, c'est à compter du 27 juin, donc c'est aujourd'hui, c'est effectif, les clients ne peuvent plus acheter de crypto-monnaie avec leur carte de crédit. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vrai de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire utiliser sa carte de crédit pour acheter de la crypto-monnaie à travers un broker qui lui-même va la détenir, ça n'est pas autorisé non plus et Barclays bloquera ce genre de paiement. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il n'y a pas de protection et il n'y a pas d'assurance pour ce genre d'achat. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couverture quand on utilise une carte de crédit qui fait qu'on peut se retourner contre notre banque et demander un dédommagement si par exemple on est victime d'une arnaque ou on a utilisé notre carte pour faire un paiement qui a été finalement frauduleux. On peut souvent en tout cas obtenir une compensation et obtenir une protection. La particularité, c'est qu'il n'y en a pas sur les crypto-monnaies. Vous vous en doutez bien, ils ne peuvent pas faire un recall, ils ne peuvent pas récupérer l'argent quand il y a eu une fraude, étant donné que si la crypto-monnaie a été obtenue par la personne qui a réussi à tendre cette arnaque, on ne pourra pas faire demi-tour via la technologie de la blockchain. Et donc, la banque interdit tout simplement ce genre de transaction. C'est déjà arrivé qu'il y ait certaines histoires comme quoi des prestataires qui vendaient de la crypto-monnaie se sont retrouvés à avoir une plainte d'un utilisateur qui s'était fait par exemple dérober sa carte de crédit et qui évidemment voulait une compensation, un remboursement, alors que l'établissement bancaire ou l'établissement financier ne pouvait lui pas revenir en arrière et récupérer la crypto-monnaie puisqu'elle avait déjà été envoyée. C'est donc une mesure de protection. Il y a d'autres banques qui ont déjà pris ce genre de mesures. Oui, et donc c'est justifié. Enfin, on comprend. L'écosystème crypto peut entendre que Barclays interdise, Claire, l'achat de crypto avec sa carte bancaire. C'est entendable. C'est leur politique de risque. Donc après, je veux dire, personne ne peut juger à leur place si c'est une bonne ou une mauvaise décision d'un pur point de vue business. Maintenant, évidemment, c'est un peu paradoxal dans une époque où toutes les banques se mettent à la crypto. Donc on va surtout attendre de voir ce que Barclays va proposer à ses clients qui souhaitent acheter de la crypto. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire d'une autre manière si ce n'est pas avec leur carte Barclays? Mais attendez, ce n'est pas les seuls à faire marche arrière. Certains États aussi font marche arrière. Par exemple, sur le minage, vous avez peut-être vu passer cette information au Owen et Claire, la Norvège veut limiter le minage sur son territoire. Alors pour l'instant, on parle d'une enquête pour mesurer l'impact de l'activité de minage en Norvège. Vous savez qu'en Norvège, il y a notamment beaucoup d'électricité renouvelable et c'est un territoire qui est plutôt prisé par les mineurs. Et j'ai l'impression que ce qui a surtout déclenché cette réflexion, c'est un certain nombre de pétitions citoyennes autour des nuisances sonores liées au minage. Et évidemment, le sujet devient assez vite politique. Vous savez qu'on est quand même dans une période où, avec l'administration Trump, qui est particulièrement pro-crypto et pro-Bitcoin, ça n'incite pas les politiques de l'autre bord à s'intéresser à ce sujet et à être plutôt favorables aux cryptos.
Et donc ici, on voit que les politiques attaquent assez frontalement le minage en disant que c'est une activité qui ne rapporte pas d'emploi, que ça consomme beaucoup d'électricité, etc. On voit de l'autre côté que lorsque certains citoyens obtiennent la fermeture des centres de minage, par exemple pour des questions de nuisances sonores, on voit quand même les factures d'électricité qui augmentent à côté, puisque le minage peut servir justement de tampon pour réduire les factures d'électricité et de clients importants pour les entreprises d'électricité. Et la question, c'est surtout par quoi remplacer le minage comme client de ces entreprises, de ces fournisseurs d'électricité qui souhaiteraient vendre leur surplus à certains moments pour réduire aussi les factures d'électricité des citoyens. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et je pense que la vraie question ici, c'est comment est-ce que l'industrie du minage dans son ensemble peut s'insérer de manière positive dans le marché de l'électricité et aussi, de manière générale, dans la société pour ne pas générer de nuisances auprès des citoyens. Oui, et ici en France, on se souvient, on en parlait la semaine dernière, que l'Assemblée nationale a voté contre un rapport sur l'utilité pour l'État de miner également. Alors c'était pour des raisons de procédure, mais ici aussi en France, sur le minage, on a un petit peu de mal à faire une forme de révolution culturelle, quoi. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que c'est un enjeu technique en réalité le minage, économique et financier aussi, mais qui devra, on le sent dans un pays comme la France, passer par une forme de révolution culturelle quand même, franchir le mur des a priori, quoi. C'est surtout un sujet qui devient politique alors qu'il l'est pas tellement. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est lié à Bitcoin, donc on comprend bien qu'il y a que c'est une monnaie qui sort de l'État et que ça, intrinsèquement, c'est un sujet politique. Mais les mineurs, lorsqu'ils vont parler de leur activité, en fait, ils ne parlent pas tellement du sujet monétaire, ils parlent du marché de l'énergie. Et ça, c'est surtout un sujet de logistique, un sujet de coûts, de bénéfices. Et ça ne devrait pas être tellement un sujet politique. Oui, Owen, on entend tout le temps parler de la France qui tente d'attirer les data centers. La France devrait tout autant assumer d'essayer d'attirer les acteurs du minage ? Totalement, mais là, pour le coup, je rejoins exactement Claire sur ses propos. C'est un sujet qui, pour des raisons politiques, n'avance pas, parce qu'il y a des conflits, il y a des alignements politiques. Et il faut vraiment qu'il y ait une révolution. On doit également mettre à jour la culture et la vision que les gens ont de la crypto-monnaie, et même sa compréhension pour pouvoir considérer ce genre de propositions. Alors que très clairement, d'un point de vue, avec une approche pragmatique, d'un point de vue d'une réflexion très cartésienne, on a des avantages en France. Le minage de crypto-monnaies permettrait d'utiliser certaines infrastructures et certaines énergies pour réellement réaliser des profits. Ce serait une très bonne chose pour le groupe EDF. Mais globalement, pour des questions qui, selon moi, sont purement politiques, aujourd'hui, la France n'est pas prête à aller dans cette direction. BFM Crypto, votre dose d'avenir, chaque vendredi en replay sur l'application BFM Business. La monnaie du futur, on va en parler. Ce sera quoi la monnaie du futur ? Ce sera un euro numérique, team euro numérique ou team stablecoin ? Eh bien, les instances européennes ne sont elles-mêmes pas d'accord entre elles. Elles se déchirent. La BCE préfère par exemple un euro numérique, mais la Commission européenne, au contraire, sort du bois et préfère les stablecoins, Claire. C'est pas très clair en réalité ce que préfère la Commission européenne. En revanche, la Commission européenne, elle s'intéresse naturellement aux stablecoins puisqu'elle sent bien que le contexte réglementaire évolue, en particulier outre-Atlantique. Et donc, elle se demande s'il ne faut pas faire évoluer notre réglementation, s'il ne faut pas essayer de, tout simplement d'assurer notre compétitivité sur ce sujet-là. Et naturellement, la BCE, elle, est beaucoup plus conservatrice et elle a son projet d'euro numérique qui est quand même en concurrence relativement frontale avec les stablecoins. Et donc la BCE, pour des raisons de stabilité monétaire, mais aussi pour sa propre survie, souhaite plutôt éviter le sujet stablecoin, ou en tout cas le mettre sous le tapis. Et donc je dirais que cette divergence entre les instances européennes, elle est assez naturelle, et je dirais même qu'elle est saine. Et c'est très bien qu'il y ait un débat démocratique sur le sujet. Et c'est même plutôt sain qu'il y ait des instances qui ne soient pas d'accord avec la BCE. Alors du coup, attendez, Chris, notre réalisateur en régie, nous écoute là. Il veut réagir. Tu as une question, Chris ? Vas-y, c'est à toi, Chris. Oui, bonjour les pros. Je vous écoute. Salut. Et je me demande que dit cette opposition de vue entre une banque centrale, qui elle veut un euro numérique, et les instances dirigeantes plus politiques et réglementaires, qui préfèrent elles les stablecoins. Oui. Bonne question. Owen, est-ce que c'est un hasard que les instances politiques préfèrent les stablecoins et les instances monétaires plutôt une devise numérique ? Qui gagnera à la fin, Owen ? C'est absolument pas un hasard selon moi. La Banque centrale, on en revient à un sujet politique. Pourquoi ? Parce que c'est entre guillemets un droit et même un devoir régalien pour certains. L'État doit battre monnaie. Donc le fait d'avoir une monnaie qui est de plus en plus utilisée, qui est sur la blockchain et qui est contrôlée par des organismes privés, intéresse naturellement moins la Banque centrale qui voudrait avoir un contrôle sur cette monnaie.
Et naturellement, l'Union européenne, qui, on le sait bien, a une image qui est très connue pour se baser sur la régulation, pour définir des règles, un cadre, et tout de suite réglementer toutes les nouvelles innovations, a compris que c'était un sujet d'avenir, a compris que ça allait être un sujet de compétitivité, de technologie, et donc naturellement voudrait, pourquoi pas, je dirais pas pour la première fois, mais c'est quand même assez rare d'avoir des discussions politiques qui vont dans le sens de on doit saisir l'innovation, on veut un cadre un peu plus souple pour les stablecoins, c'est ce que propose justement la Commission européenne, et idéalement même pour les stablecoins qui sont émis hors de la zone européenne, parce que c'est un enjeu, parce que ça va se développer, parce que c'est un usage qui arrive, tant qu'à faire, essayer de l'épouser et de permettre à ces entreprises privées qui, si elles ne se développent pas en Europe, elles se développeront ailleurs, alors autant que cette révolution se fasse ici également. Et la Banque centrale, elle, a une position qui est plutôt de se dire qu'un stablecoin émis, entre guillemets, pardon, pas un stablecoin, mais une monnaie numérique de banque centrale qui finalement sera directement émise par cette banque centrale et distribuée par d'autres banques, correspondrait plus à son contrôle et sa vision de la monnaie et donc de la stabilité monétaire. La stabilité d'un côté, la quête de stabilité, la quête de puissance de l'autre, le pouvoir politique, Bruxelles. Et puis on voit que c'est le même débat en Corée du Sud d'ailleurs, puisque là-bas aussi, même cas de conscience, stablecoin ou devise numérique, le gouvernement et la Banque centrale en Corée du Sud s'opposent également au web. Tout à fait. On est globalement sur la même prise de position, une politique qui voudrait plus de stablecoin et qui voudrait plus de contrôle privé, et d'un autre côté, qui voudrait même proposer directement à certaines entreprises de pouvoir émettre leur propre stablecoin basé sur la monnaie du pays. Et de l'autre côté, la Banque centrale qui est plutôt pour une approche un petit peu différente qui, en effet, ne permettrait pas à toutes ces entreprises d'émettre ces stablecoins. Donc on est globalement dans la même réflexion, peut-être un petit peu plus souple en Corée du Sud, mais globalement c'est le même débat qui, entre guillemets, est politique, mais qui est plutôt une question de positionnement. Qui a le droit de faire ce genre d'émission et qui a le droit de finalement conserver et proposer des solutions sur la monnaie et dans quelles limites. C'est vraiment ce que la politique va devoir trancher dans les mois ou dans les années à venir. Sauf que Claire, une devise numérique de banque centrale, c'est une vraie monnaie. Un stablecoin, c'est un ersatz de monnaie. Oh, c'est ce que pense la Banque des règlements internationaux dans un rapport publié cette semaine. Les stablecoins ne sont qu'un ersatz, quoi. Une devise numérique, c'est une monnaie. La Banque des règlements internationaux commence quand même par reconnaître un certain nombre d'attributs aux stablecoins, et en particulier leur innovation, leur programmabilité, etc. Donc elle ne rejette pas complètement les stablecoins, mais effectivement elle leur fait passer un certain nombre de tests qui lui permettent de dire que ce n'est pas exactement de la monnaie. Donc par exemple elle fait passer ce qu'elle appelle un test d'élasticité, où elle dit finalement il y a un trop gros collatéral, donc c'est un peu trop lourd. Elle fait passer un test d'unicité monétaire en disant que tous les stablecoins n'ont pas le même standard puisque ce sont des émetteurs différents. Évidemment, il y a des blockchains différentes aussi, donc il y a une question de normes, de standards. Elle parle de risque de criminalité puisque tous n'ont pas la même réglementation, les mêmes normes de KYC, AML. Et donc, on voit bien que la BRI essaye ici de dire que les stablecoins ne font pas aussi bien que les monnaies traditionnelles selon ses propres normes. Mais en réalité, tout ça est parfaitement normal. Il n'y a pas encore de normes universelles des stablecoins. Qu'on le voit d'un point de vue technique, par exemple, il y a différentes couches, différents protocoles. Donc les stablecoins ne circulent pas tous sur les mêmes. Naturellement, les stablecoins sont émis par des entreprises qui ne sont pas au même endroit. Donc il y a évidemment une question de standard, mais tout ça est amené à se normaliser. Et je ne suis pas particulièrement inquiète par ce constat parce que ça aurait été très étonnant que la BRI se positionne en complète, de manière très favorable aux stablecoins. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la BRI fait des recherches sur ce sujet et que c'est vraiment un sujet qui passionne toutes les institutions en ce moment. Et on voit bien que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, pour le sujet stablecoin. Oui, et on a ce match stablecoin devise numérique, et puis il y a ce match aussi qui va grandir avec le temps. Bitcoin face au quantique. Le Bitcoin est-il menacé, lui, par le quantique? Ça approche. En tout cas, si ça doit arriver, on est d'accord, on sera d'accord pour dire que si ça doit arriver, ce jour-là n'a jamais été aussi proche, Claire. On est d'accord. Ça, nécessairement, oui. Bien sûr. Alors, face à Bitcoin, le quantique arrive. IBM vise 2029, donc dans à peine 4 ans, pour son premier ordinateur quantique tolérant aux erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Owen? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ordinateur quantique, ce qu'on appelle la suprématie quantique, a été atteinte et elle a été prouvée. C'est-à-dire le moment où un ordinateur quantique pouvait réaliser en quelques instants, quelques minutes ou quelques heures,
ce qu'un ordinateur traditionnel aurait pris des dizaines de millions d'années. Alors c'était sur un calcul très spécifique, et c'est Google qui a atteint cette suprématie quantique, mais ça prouve que ce n'est pas que du théorique. L'informatique quantique, c'est réel, ça arrive, et ça va changer les standards de sécurité. La particularité, c'est que Bitcoin utilise différents types de chiffrement cryptographique, justement, et que ça viendrait en remettre certains en cause si l'informatique quantique atteignait une certaine capacité. Et on en est quand même très loin. Même si IBM annonce avoir un ordinateur quantique qui, d'ici 2029, pourra maintenir de façon stable 200 qubits, c'est l'ordre de grandeur de puissance, mais également être tolérant aux erreurs. Pour vous donner un ordre d'idée, pour pouvoir mettre Bitcoin en danger, on parle de 10 000 qubits qui devraient être stables pour permettre à un ordinateur quantique de réellement menacer sur du court terme, Bitcoin. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais on a maintenant la certitude mathématique que ça arrivera un jour. Un jour, cette puissance sera disponible et elle pourra donc mettre en danger non seulement Bitcoin, mais pour le coup, il faut être capable de préciser énormément d'autres choses. Le monde de la sécurité informatique, c'est le monde bancaire, c'est également le monde de l'armement. Donc, autant vous dire qu'il y a plein de domaines qui vont être profondément révolutionnés. Et c'est pour ça que la communauté Bitcoin, notamment dans un écosystème aussi décentralisé, s'est déjà saisie du sujet et commence à proposer des alternatives, des solutions, des petites modifications qui pourront permettre à Bitcoin d'être résistant si un jour ce genre de puissance quantique venait à voir le jour. En tout cas, c'est quand même une grosse annonce pour IBM qui explose tous les scores en bourse et qui est à plus de 100% de hausse depuis le début de l'année 2024. Donc son chemin dans le quantique est bel et bien tout simplement apporte beaucoup de valeur et est bel et bien suivi par les investisseurs, mais de là à mettre Bitcoin en danger, c'est pas pour tout de suite. D'accord, le Bitcoin face au quantique, c'est quand même l'objet de la question crypto qui claque, les amis, cette semaine. Parce que c'est un sujet important et qu'on a une question bien tordue à vous poser. La voici, cette question gênante de la semaine. Owen et Claire, êtes-vous prêts ? On est prêts. Alors la voici. Un jour, le quantique battra peut-être le Bitcoin. Certains le pensent et investissent donc en bourse dans les valeurs liées au quantique plutôt qu'en Bitcoin. Et vous ? Serez-vous tenté de faire pareil un jour ? Investir dans les valeurs quantiques en bourse plutôt qu'investir dans le Bitcoin, oui ou non ? Alors je vous laisse un instant de réflexion parce que cette question est gênante, je l'imagine. Vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous laisser également vos arguments en commentaire sur le fil X BFM Crypto. Oh, je vous vois gêné, Owen. Est-ce qu'à vos yeux, vous pensez que oui, un jour, ça arrivera, cela adviendra, vous investirez dans le quantique en bourse plutôt qu'en Bitcoin ? Owen ? Je le fais déjà pour diversifier mes positions, mais c'est pas contre Bitcoin, c'est simplement que je crois vraiment que le quantique va apporter énormément de choses et ce sera une vraie révolution, bien sûr. Ouais, bon. Oh, Claire ? Ouais. Non. Plutôt. Ah ! Non, vous n'investirez jamais dans le quantique en bourse ? Faut jamais dire jamais, mais déjà, c'est pas un domaine que je connais extrêmement bien et j'aime pas tellement investir en bourse dans des domaines que je connais pas très très bien. Et surtout, je pense pas que le quantique va profondément nuire à Bitcoin. Je pense que Bitcoin changera, se modernisera pour s'adapter au quantique et donc je pense pas que les deux s'opposent. Ouais, on a BRN qui nous a écrit sur le fil X BFM Crypto. Tiens, votre commentaire BRM, il est intéressant. Oui, j'investirai dans le quantique en bourse, mais certainement pas par peur du quantique sur Bitcoin, tout simplement parce que ça fera partie de la construction de l'avenir. Et puis il y a Cryptox qui nous dit aussi sur le fil X BFM Crypto que l'un construit le futur, le quantique, l'autre veut libérer le futur, à savoir Bitcoin. Owen, c'est votre avis aussi ? Tout à fait. Ben voilà. Bon, il y en a une qui n'investira jamais, ou en tout cas qui reste plutôt prudente sur le fait d'investir dans le quantique. Puis il veut diversifier, lui, Owen. C'est vrai que la bourse reste intéressante, d'autant que les acteurs crypto s'y mettent à la bourse. Circle a pris, Owen, 800% en 18 jours à peine. Un incroyable démarrage pour Circle à Wall Street. Tout à fait, c'est complètement dingue. Et d'ailleurs, toutes les sociétés crypto qui prévoient de près ou de loin de s'introduire en bourse, mais qui ne le sont pas encore, commencent à ressentir une demande folle sur tout ce qui est les BSPCE, les stock options que les employés s'échangent. Beaucoup de sociétés ont l'introduction en bourse dans le viseur et il commence à y avoir du coup des investisseurs qui ont senti le filon. C'est pas qu'une question de produit et de sa vraie valeur s'il est coté en bourse, c'est aussi une question d'engouement, d'effet de mode. Les sociétés crypto qui arrivent en bourse font un carton plein et du coup les investisseurs essayent d'acheter
avant l'IPO. Effectivement. On va regarder vos réponses à vous tous à cette question un peu tordue, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on vous la pose. On ne vous demande pas si le quantique va battre le Bitcoin un jour, on vous demande si vous pensez qu'un jour vous investirez dans le quantique en bourse plutôt qu'en Bitcoin. Ah, c'est un peu différent. Et vous dites non quand même à 59% quasiment, oui à 42%. Il y a match manifestement, comme sur ce plateau entre Owen et Claire. Merci les amis de nous avoir accompagnés. C'est les pros des cryptos chaque vendredi. Claire Balva, VP stratégie de Block, et Owen Simorin. Pourquoi pas Simonin. Combien d'abonnés pour Asher, la chaîne YouTube, Owen? On est combien? Je suis incapable de répondre à cette question. Je regarde moins souvent que vous, Guillaume. Allez, bon week-end les amis, c'est les pros des cryptos à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.